télévisée de droits humains, la justice transitionnelle, un impératif pour la RDC. L'heure est aux actions concrètes pour panser les plaies des différentes populations touchées par les graves violations de droits de l'homme. Ce pansement passe nécessairement par la vérité, la justice, la réparation des victimes, mais également les garanties de non-répétition. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme était en atelier avec les acteurs étatiques, mais également les professionnels des médias. Vous les suivrez dans cette édition. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle, prêt à offrir ses services à la ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. La délégation conduite par William Muyamba se dit prêt à former les auditeurs internes du ministre de la Justice en vue d'une transparence des recettes générées par ce ministère. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition que je n'ai rien plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. Bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information consacrée aux questions de droits humains. 6e prorogation de l'état de siège. Les élus ont procédé au vote de cette énième demande. C'était au cours d'une séance plénière organisée en visioconférence par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, plénière à laquelle avait pris part Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice, qui a été entendu bien avant par les sénateurs. Suivez. C'est au cours d'une séance plénière organisée en visioconférence par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que la question sur la 6e prorogation de l'état de siège a été débattue. Devant les élus des élus, Rose Mutombo a rencontré les préoccupations soulevées par les sénateurs. L'objectif de ces échanges, que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernement, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable, en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. Fort préoccupé par la situation des hommes au front et s'attendant au retour de la paix et la sécurité à l'est du pays, Modeste Bahati a exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations des sénateurs. J'exhorte le gouvernement à continuer à mettre toute information utile à la disposition des sénateurs et à prendre avec considération leurs critiques et leurs suggestions. Signalons que sur les 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 81 ont pris part à cette plénière et tous ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Et en ce jour dans la capitale congolaise, dans le cadre du projet d'appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en République démocratique du Congo, les femmes membres du CAFCO et de l'UCOFEM ont rencontré Rose Mutombo Kiese dans le cadre du plaidoyer sur la résolution des conflits dans les provinces touchées par les graves violations de droits de l'homme. Dans le souci de faire entendre leur voix auprès des autorités congolaises pour ce qui se passe à l'est du pays, les conflits à répétition, les femmes de CAFCO ne peuvent rester indifférentes face à ces questions cruciales qui touchent à la quiétude de leur population. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette démarche auprès des pouvoirs publics. Pascaline Faïda, chef de la délégation, s'est exprimée en ces termes. Nous avons 28 groupes de mamans, groupes d'alerte qui travaillent dans le cadre des alertes au niveau de communauté, la prévention des conflits et la médiation communautaire. Ils ont aussi des activités de rapprochement communautaire. On peut dire que le rapprochement n'est pas effectif jusqu'à aujourd'hui puisque les conflits c'est un cycle. Et comme c'est un cycle, on doit y travailler, on doit avoir des actions pour y travailler. Ça doit durer pour qu'on ait quand même la stabilité au niveau de l'Est.
Albertine Kungwa, une des participantes à cette rencontre, a parlé de l'implication de la femme du Tanganyika et les résultats y afférents. Je salue d'abord l'initiative entreprise par le projet parce que le projet lui-même a rapproché les deux communautés, notamment la femme, toi qui était un peu mise en écart, elle s'est impliquée en donnant certaines stratégies. Là, nous avons même réussi à faire sortir certains milices au niveau de la province. Tout en saluant la démarche, Rose Mutombo a félicité ces femmes de terrain pour leur bravoure et efficacité sur terrain qui ont permis d'avoir des résultats probants en ce qui concerne ce projet des plaidoyers des femmes engagées pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Nous restons toujours avec les activités de la ministre d'État, ministre de la Justice, prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Le Tchad veut s'imprégner de l'expertise congolaise. C'est ce qui a justifié la présence de la ministre tchadienne Amina Priscille Longo auprès de la patronne de la justice congolaise. La diplomatie entre les deux pays, la RDC et le Tchad, c'est aussi le partage d'échanges et d'expériences sur cette question cruciale qu'est la prise en charge juridique des victimes des violences basées sur le genre. Quelle est la politique de prévention? Quelles sont les réponses appropriées et efficaces sur cette épineuse question qui n'épargne pas les deux pays? Dans le cadre de notre mission d'échange d'expériences sur les réponses appropriées et la prévention aux victimes des violences basées sur le genre, nous sommes venus donc nous entretenir avec son Excellence Madame la Ministre d'État sur les dispositions prises par le gouvernement de la République de la RDC en ce qui concerne la prise en charge juridique. Madame la Ministre d'État, qui est même déjà elle magistrate, nous a vraiment bien entretenus. Nous avons eu des échanges très fructueux, elle a été très réceptive et nous avons partagé beaucoup d'expériences qui nous permettront de prendre des dispositions et de les répliquer au Tchad afin que la prise en charge pour les femmes ou pour le genre victime soit donc holistique. Le Tchad, ce pays du feu Idriss Déby, décédé au front il y a quelques mois, a connu quelques conflits depuis des décennies et ces derniers ont eu de l'incidence sur les femmes qui souvent connaissent la marginalisation. À en croire la ministre Priscille, le gouvernement tchadien est à la recherche des solutions adéquates pour protéger les femmes et préserver leurs acquis. Bouclons ce chapitre consacré aux activités de la ministre d'État et ministre de la Justice. Sachez que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle, est prêt à accompagner la ministre de la Justice et cet apport consiste à offrir les services en audit interne, la formation en droit au HADA, mais également la vulgarisation du système comptable congolais révisé. Suivez. Dans le souci d'accompagner les actions du gouvernement à travers le ministère géré de main de maître par Rose Mutombo, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo se dit prêt à offrir son savoir au service du ministère de la Justice. Nous sommes prêts à soutenir Madame dans la formation de ses collaborateurs dans le domaine par exemple de l'audit interne pour outiller ces derniers, les auditeurs internes donc, dans comment exercer ces travail-là d'auditeurs internes. Et nous avons fait voir aussi comment nous pouvons ici être toujours présents avec les organisations sectorielles ou disons régionales, notamment WADA. Nous avons aussi parlé autour des questions concernant la transparence de l'information sur l'exhaustivité par exemple des recettes réalisées par les ministères, comment les enregistrer. L'occasion faisant le larron, William Mbouyamba, secrétaire général du CPCC, en a profité pour présenter plusieurs autres opportunités à la patronne de la justice qui a inscrit son mandat sur la bonne gouvernance. Nous sommes même ouverts aussi au public. Il y a des formations que nous réalisons à l'attention des experts comptables de l'ONEC et de tous les publics. Parce que là, nous avons cette charge-là de pouvoir vulgariser les systèmes comptables au WADA. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturé cet entretien entre Rose Mutombo et le CPCC. Place à présent au chapitre consacré aux droits de l'homme. Les acteurs étatiques, députés et sénateurs à nouveau en atelier
de renforcement des capacités sur la justice transitionnelle. L'heure est à l'étude minutieuse sur les mécanismes de mise en œuvre de cette justice. Bintou Keïta, Abdoulaziz et Nicole Ntoumba Boachia, mais également le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela, tous respectivement représentantes du secrétaire général des Nations Unies, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais également la DIRCAB du chef de l'État en matière des questions juridiques. Albert Fabrice Puela, en tant que ministre des Droits humains, ont assisté à ces assises. Suivez. Les acteurs étatiques à nouveau en atelier de renforcement des capacités sur la justice transitionnelle. Accompagnés des partenaires techniques et financiers, l'heure est à l'étude minutieuse des modalités de la mise en œuvre de la justice transitionnelle, telle que l'a affirmé Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Merci à vous tous d'avoir pris du temps pour venir réfléchir pendant 2 jours sur cette question essentielle pour la paix, la stabilité et la reconstruction du pays. Je me réjouis que les plus hautes autorités de ce pays ont à cœur de ne ménager aucun effort pour se pencher sur les pages sombres de l'histoire récente afin de ressouder les liens, restaurer durablement la paix et la sécurité, gage d'un développement durable, d'un Congo fort pour l'essor de toute l'Afrique. Dans son nom des circonstances, Abdoulaziz Thioé, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, est revenu sur l'objectif de cet atelier des plus. Cet atelier arrive à point nommé dans un contexte où la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de toutes les synergies pour tourner définitivement le dos aux cycles de violence qui ont émaillé son passé récent et qui, hélas, continuent d'occuper une partie de son actualité. L'engagement à aller dans le sens de la lutte contre l'impunité et de la justice transitionnelle nécessite le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés et impliqués pour adresser les bonnes questions et répondre aux défis actuels des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ayant ouvert ses travaux de 2 jours, le ministre des Droits humains parle de l'opportunité de la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Il vient de préciser aucune vérité, aucune justice, aucun pardon, aucune réparation ou encore aucune réconciliation et encore moins aucune réforme institutionnelle n'a été possible dans le passé vu la position politique de plusieurs bureaux dans nos institutions politiques, judiciaires et militaires. À noter que la justice transitionnelle a pour pilier la justice, la vérité, la réparation et les garanties de la non-répétition. D'une formation à une autre, cette fois-ci, c'est avec les professionnels des médias. Et bien, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur la justice transitionnelle, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est entretenu pendant 2 jours avec les professionnels des médias sur leur rôle dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle. C'était à Béatrice Hôtel. Pour cette première journée, différents intervenants se sont succédés l'un après l'autre, chacun selon sa spécificité. Des principes fondamentaux et les mécanismes de la justice transitionnelle, la RDC et la justice transitionnelle, intérêts, défis et opportunités, en passant par la politique de la justice transitionnelle de l'Union africaine, ainsi que les tribunaux pénaux et les expériences avec les commissions des vérités et réconciliations à travers l'Afrique, des thèmes exploités par des éminents professeurs et experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'objectif est ici circonscrit par le représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, empêché. Depuis le 7 août 2020, le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a engagé l'ensemble de la nation sur la voie de la justice transitionnelle comme un sésame pour sortir de la spirale des violences. La justice transitionnelle est une notion vaste, polysémique par endroits, et qui nécessite
explication et compréhension. La justice transitionnelle est définie de manière générique comme l'ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant aux États ou aux sociétés en proie à des conflits ou à des situations de violence de gérer un passif de violence ou de guerre afin d'aboutir à une situation d'état de droit, de respect des droits et libertés. Et ceci passe par les étapes de la recherche de la vérité, des poursuites criminelles pour les crimes les plus graves, des réparations à l'endroit des victimes et des réformes institutionnelles et autres garanties de non-répétition. La justice transitionnelle, une panacée pour la RDC, un impératif pour réparer différents dommages causés et garantir la non-répétition, à en croire l'un des intervenants, le professeur Luzolo Bambilesa. Depuis plus de 20 ans, 6 millions de morts, de nombreuses personnes en déplacement. Je pense qu'honnêtement, très honnêtement, il faut encourager la mesure de l'état de siège, mais il faut davantage la judiciariser pour que les conséquences qui seront tirées des auteurs qui seront identifiés, qui sont déjà en train d'être identifiés au cours de l'application de cet état de siège-là, qu'après la justice, que nous appelons la justice transitionnelle, puisse les prendre en tâche pour lutter contre l'impunité. C'est une façon de lutter contre l'impunité et donc c'est une mesure qui va en droite ligne vers la consécration de l'état de droit. Une dizaine de journalistes et d'experts prennent part à cette activité de 2 jours organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Béatrice Hôtel. De Béatrice Hôtel, nous nous rendons à la 4e rue Limete, au barreau de Kinshasa-Matete. Eh bien, sachez que 740 avocats inscrits sur la liste de stage du barreau de Kinshasa-Matete étaient à l'école du savoir sur la déontologie des avocats, et ce pendant plus de 3 mois. Une étape très capitale, car ça permet à l'avocat inscrit sur la liste de stage d'être inscrit au tableau de promotion, à savoir 2019 et 2020, dédicacé au doyen Mukenge Ndibou, et 2020-2021 dédicacé à maître Aouka Ungudi Damien. C'est le samedi 14 août dernier que la clôture de ces enseignements est intervenue sous la conduite du bâtonnier de l'ordre, maître Kayoudi Misamou Koko, en présence de tous les membres du conseil de l'ordre, Merlin Kamalandoua et Nyosh Mafuta. Souvent j'entends, je ne dépose pas le dossier parce que cotisation est matie. Mais c'est quoi cette histoire de ne pas aller au tableau parce que vous voulez payer ça $90 au lieu de 220? Cette formation constitue une étape importante car elle permet à l'avocat inscrit sur la liste de stage d'être inscrit au tableau de l'ordre. Durant 4 mois, ces futurs avocats qui seront inscrits au tableau de l'ordre ont suivi des formations sur la déontologie des avocats. La séance de clôture a été dispensée par Misamou Kayoudi Koko. Revenant sur le bien fondé de cette formation, le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete a invité les récipiendaires à fournir plus d'efforts afin d'imprimer une marque dans leur carrière professionnelle. Donc il y a un effort collectif, mes chers confrères, à faire pour que nous puissions continuer de pousser notre barreau à allier de manière tout à fait bonne, de prendre toujours les meilleurs élans, d'aller le plus loin et essayer de s'imposer au sein justement des barreaux de la République. Et vous savez qu'aujourd'hui la République en compte 23 qui exercent dans les conditions que vous connaissez. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler une décision du Conseil de l'ordre, de votre Conseil de l'ordre, qui a décidé que tout avocat qui n'est pas avocat à un des barreaux de Kinshasa ne peut pas comparaître dans le ressort du barreau de Kinshasa sans avoir eu une autorisation d'un des bâtonniers du barreau de Kinshasa, ou Matete ou Goto. Si vous comparaissez conjointement ou contre un tel confrère et que vous ne les dénoncez pas au barreau et que je suis saisi, vous serez interpellé comme ce confrère-là pour n'avoir pas dénoncé au barreau cette comparution. Des mots d'encouragement ont été adressés aux participants pour leur assiduité, discipline et interaction durant toute la formation. Je suis d'autant fier, Madame la CP, Monsieur le CPA,
que j'ai eu des très très bons retours de vos deux promotions. Et pourtant, c'était inespéré au début. Et je me disais, mais on a quand même 600-700 confrères. Comment on va faire? Ça va être discipliné tout ça. Et pourtant, il semble que vous êtes là, que vous êtes courtois, que vous êtes digne, qu'il semble même que vous répondez bien aux questions, que les formateurs apprécient. Et je n'ai pas été saisi d'un cas particulier d'indiscipline, sauf une petite altercation. Vous avez une note particulièrement intéressante sur le plan de la discipline. Je vous avoue que cela compte énormément dans l'appréciation que le Conseil de l'ordre se fait à l'occasion des évaluations, c'est très important. Et si vous vous présentez à l'oral, comme je vous vois aujourd'hui, c'est-à-dire bien tenu, vous avez déjà 25% de la réussite. De leur côté, les participants ont exprimé leur reconnaissance vis-à-vis des membres du Conseil de l'ordre et des différents formateurs. Très honnêtement, je suis très ravie par rapport à la qualité des enseignements que nous avons eus. On a appris certaines choses dans le cours de déontologie que j'ai estimé capitales. Raison pour laquelle j'étais personnellement motivée à ce qu'il y ait la présence de la télé, la présence de tout le monde du Conseil de l'ordre pour donner, faire valoir l'importance justement de nos cours de déontologie parce que c'est très capital. Moi personnellement, j'avais aussi quelques failles, si je peux me permettre, mais que j'ai vraiment recadré ici par rapport aux enseignements, le devoir de l'avocat, comment on doit rédiger une note de plaidoirie. On nous a tellement parlé de la plaidoirie, des l'OADA, on a appris tellement de choses que maintenant là, après le CAPA, on peut se dire, ok, j'ai appris quelque chose, je peux aussi, je vais la mettre en pratique, l'apprendre à des générations qui viennent. Monsieur le bâtonnier, personnellement, je le trouve un bon avocat. J'ai beaucoup d'estime pour lui, comme je l'ai dit dans mon discours. Et comme il a toujours l'habitude de nous dire bon vent, je lui souhaite encore bon vent, même après ce mandat en tant que bâtonnier, qu'il fasse encore de grandes choses, qu'il nous inspire encore. Nous sommes très heureux de le voir quand il plaide, comme dans des dossiers que nous avons tous vus dans le pays il n'y a pas longtemps. Et donc c'est notre fierté, on est fiers de ce qu'il a bâti depuis qu'il est bâtonnier. Et voilà quoi, nous voulons bien le meilleur pour lui. Même si toutes les eaux de mer, de fleuves, des océans étaient des l'encre, même si toutes les feuilles des arbres, des forêts du monde étaient du papier, rien n'aurait suffi à décrire et à écrire l'importance de la formation en déontologie qui permet justement à l'avocat de se situer par rapport à ce qu'il doit impérativement faire dans sa noble profession. C'est ce qui a été le cas pendant tous ces mois de l'apprentissage de l'avocat, de la déontologie. Se sont succédés beaucoup de formateurs aguerris. Ces formateurs ont appris aux avocats toutes les autres connaissances au-delà de ce qu'ils avaient déjà. Donc ça valait la peine que cette formation puisse avoir lieu. Pour manifester cette reconnaissance, quelques cadeaux ont été remis aux formateurs. Cette session de formation avait regroupé 2 promotions, à savoir celle de 2019-2020 et 2020-2021. Notez que la session sera sanctionnée par un test d'évaluation. Ceux qui auront satisfait vont obtenir un certificat d'aptitude professionnelle et un renouvellement de serment avant d'être inscrits au tableau de l'ordre. Bouclons complètement cette édition, mesdames et messieurs, par cet élément de sensibilisation autour de la dot. Eh bien, la dot, l'une des conditions de fond du mariage, c'est le thème débattu lors d'une conférence organisée par le département de la jeunesse de la paroisse missionnaire Mennonite Church le 14 août dernier. Micheline Ilonga, conseillère à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et fondatrice de l'ASBL Moissy Téléma, était l'oratrice principale de cette activité de sensibilisation. Une fois de plus, Merlin Kamalandoa et Nyosh Mafuta.
Au moment où la proposition de loi de Daniel Mbao sur la dot se trouve sur la table du président de l'Assemblée nationale, c'est ce moment que les jeunes de l'église missionnaire Menorah Church ont choisi pour organiser cette conférence sous le thème « La dot, une condition du fond du mariage ». Pour bien cerner cette thématique combien importante, cette jeunesse chrétienne a fait appel à l'expertise de Micheline Ilonga. En sa double casquette d'abord comme conseillère à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ensuite fondatrice de l'ASBEL Mwasi Telema, Micheline Ilonga a rappelé aux participants certaines notions sur le mariage ainsi que ses conditions de fond et de forme. Nous avons essayé de parler de la dot, l'une des conditions des fonds du mariage. Et avant l'examen même de la dot, nous avons essayé de rappeler certaines notions concernant d'abord le mariage. L'ONG Mwasi Telema, dont Micheline Ilonga est initiatrice, milite pour l'éducation civique et juridique de la femme, l'encadrement de la jeunesse et la médiation familiale. C'est dans ce cadre que l'oratrice du jour a interpellé les parents qui exagèrent dans la fixation de la dot. Elle les a appelés à se conformer aux us et coutumes. Selon l'ancienne formule, la dot, il y avait l'ordonnance du président de la République qui fixait la valeur maximale de la dot. Vous voyez. Et ça, c'était pour éviter un peu, comme le dit dans l'exposé des motifs du Code de la famille, pour éviter ou bien garder un peu la stabilité et lutter contre la cupidité de certains parents qui peuvent exagérer dans leur requête, c'est-à-dire dans la valeur qu'ils fixaient. Donc c'est un peu ça. Et il y a maintenant cette évolution avec le nouveau Code de la famille qui demande à ce que la dot soit fixée selon les us et coutumes de la famille. Cette matière telle que dispensée est tombée sur un auditoire cible. En tout cas, mon impression est que l'exposé et les interventions ont été très bénéfiques pour nous. Nous avons beaucoup appris, surtout que nous avons passé des temps d'échange. Nous n'étions pas là seulement comme étant des auditeurs. Nous avons aussi participé massivement. Pour moi, j'ai été ému du fait que les jeunes ont intervenu pour donner leur impression. Et nos intervenants, parce que maman n'est pas venue seule, elle a été accompagnée de notre juge du tripé Kassavoubou. Ensemble, ils ont essayé de nous donner ce que la loi prévoit et aussi leur impression par rapport à ce qui est organisé. En tout cas, les moments que nous avons passés ensemble pendant ces temps de conférence ont été très bénéfiques pour nous et nous avons beaucoup appris. D'ailleurs, nous nous sommes convenus que dans les jours qui viennent, ils vont encore revenir pour pouvoir continuer avec les thèmes parce que nous avons constaté que le temps nous a fait défaut, on n'a pas tout touché. Avec cette conférence débat, les participants qui étaient ignorants se sont fait une idée juste sur ce que c'est la dot. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le compte de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition consacrée aux questions des droits humains. Si vous l'avez apprécié, dites merci à Nyosh Mafuta qui était derrière la caméra, Merlin Kamalandoua, Bigen Mayukuta, également toute l'équipe qui ont participé à la réalisation de cette édition. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.